Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, la philosophe Monique Cantos-Perber, le directeur du think tank Terra Nova Thierry Pech, la journaliste du Monde Sylvie Kaufmann et l'ancien conseiller de l'Élysée Gaspard Ganzer. Au sommaire ce dimanche, diplomatie. Les pas de deux règlent-ils les problèmes du monde ? Banlieue, la boîte à idées est-elle inopérante ? Ils se sont donné la main, ils se sont embrassés, ils ont multiplié les accolades. Donald a même paternellement épousseté le costume d'Emmanuel. Ensemble, ils ont aussi jardiné, plantant sous les fenêtres du bureau ovale un jeune chêne du nord de la France, un arbre du bois de Belleau où les Américains s'étaient battus lors de la Première Guerre mondiale. Bref, les deux chefs d'État en ont fait beaucoup pour souligner la solidité de l'amitié qui lie nos deux pays. Mise en scène réussie d'une relation bilatérale apparemment pleine d'affect, dont la diplomatie française rêvait qu'elle soit le prélude d'un changement de ligne américain, notamment sur un dossier clé, celui du nucléaire iranien et de la remise en cause possible le 12 mai prochain par Donald Trump d'un accord vital pour la paix du monde. Un texte conclu en 2015 par, non pas deux, mais bien plusieurs pays, c'est-à-dire dans un cadre multilatéral. L'Iran, bien sûr, et le groupe des 5+1, à savoir Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie, membres du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne. L'Allemagne reçue à son tour par l'Amérique vendredi. Angela Merkel, n'ayant droit, elle, avec le président américain, qu'à une visite de travail. Alors, regardant le livre d'images de la semaine diplomatique, dans lequel on avait rangé aussi, bien sûr, la photo de vendredi des leaders nord- et sud-coréens, réunis main dans la maison de la paix de Panmunjom, dans la fameuse DMZ, la zone démilitarisée, on se demandait si c'était la diplomatie du hug, ou en bon français, la diplomatie des pas de deux, qui pouvait désormais régler les problèmes du monde. Mr. President, they're all saying what a great relationship we have, and they're actually correct. It's not fake news. Finally, it's not fake news. It's a great honor that you're here, but we do have a very special relationship. In fact, I'll get that little piece of dandruff off. A little piece. We have to make him perfect. He is perfect. So it is really great to be with you, and you are a special friend. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I like him a lot. Voilà, et les rires que vous entendiez sont ceux du Daily Show de Trevor Noah sur la chaîne de télévision américaine Comedy Central, émission à laquelle nous avons largement emprunté les extraits que vous avez entendus. Sylvie Kaufmann, c'est ainsi que marche le monde désormais, la diplomatie du hug ou le festival des papouilles, comme l'a écrit Laurent Geoffroy cette semaine dans Libération. Oui, ce numéro-là était un petit peu spécial. Je ris encore parce que ce « I like him a lot », c'est vraiment le baiser de la mort d'une certaine manière. Il y a deux choses. Il y a effectivement le numéro de Donald Trump et d'Emmanuel, comme vous disiez, Macron, qui est évidemment assez excessif, je crois, des deux côtés. Enfin bon, c'est un jeu depuis le début, depuis la première fois qu'ils se sont rencontrés, cette fameuse poignée de main extrêmement virile, où on voyait les jointures blanchir sous la force d'Emmanuel Macron, les jointures de Trump, bien entendu. Et certains diront que ce geste un peu très paternaliste et un peu humiliant d'épousseter les pellicules, soi-disant pellicules, je ne sais pas si elles sont réelles ou imaginaires, sur le revers de la veste du président français, c'est un renvoi d'ascenseur, c'est la vengeance de la poignée de main. Voilà. Tout ça, d'abord, je voudrais dire, c'est extrêmement masculin. J'imagine, je suis désolée, mais j'imagine mal deux dirigeantes, prenons deux dirigeantes du monde actuel, Theresa May et Angela Merkel, par exemple, se livrer à cette comédie, à cette gestuelle au cours d'un sommet. Voilà. Bon, donc là, il y avait un petit concours de testostérone, mais derrière, il y a des vraies réalités diplomatiques très importantes. Je voudrais juste dire au passage que les numéros de duettistes, d'une certaine manière, ne sont pas nouveaux en diplomatie, ils sont même assez classiques. Et si on rien qu'à remonter au On 20e... n'assiste pas à un grand retour du bilatéral. Non, regardez, au XXe siècle, vous avez eu la relation De Gaulle-Adenauer qui était très personnelle, très forte. De Gaulle avait invité Adenauer à la boisserie pour montrer qu'il y avait vraiment quelque chose entre eux. Je crois qu'il
était même le premier dirigeant étranger à être invité là. Reagan-Gorbatchev, Reagan-Thatcher, Kohl-Mitterrand, bien sûr. Donc les duos sont importants et sont fondamentaux dans la mesure où ils servent de moteur, en fait, à la construction en général d'un noyau dur, et puis ce noyau dur permettant ensuite d'aboutir à une coalition plus large pour parvenir à des objectifs multilatéraux. Et très souvent, le multilatéralisme part du bilatéral, d'un dynamisme, d'une dynamique bilatérale. Alors arrêtons-nous là, justement, parce qu'on a le sentiment qu'Emmanuel Macron, Monique Cantos-Perber, utilise à l'excès le bilatéralisme pour arriver à un multilatéralisme que précisément déteste Donald Trump. Mais notre président est subtil et on peut imaginer qu'il a envisagé ce problème. Alors, Donald Trump n'apprécie pas le multilatéralisme quand il est à la traîne des autres. Mais en revanche, quand il en a le leadership, c'est tout à fait autre chose. Et d'ailleurs, il en est un peu de la même façon pour notre président, qui se réclame de l'Union européenne, mais qui n'hésite pas à faire cavalier seul quand cela permet d'avancer un certain nombre d'atouts qui sont plus particulièrement propres à la France. Il y a eu en effet un festival de bisous, mais le message politique a été transmis par cette étrange séquence est tout de même assez problématique. Parce que la politique d'Emmanuel Macron, et qui est tout à fait justifiée, c'est de parler à tout le monde en diplomatie. Pour qui peut le faire, c'est une excellente manière de procéder. Simplement, si l'on parle à tout le monde, c'est pour dire quoi? Et avec tout de même l'obligation de dire à peu près toujours la même chose. Or, ce qui est tout à fait frappant dans cette visite, c'est le décalage entre cette sorte d'acquiescement mutuel, de mise en valeur mutuelle des deux personnalités, d'une part, et la brutalité du discours devant le Congrès. Je vous avoue que j'ai trouvé ça même passablement excessif. Alors, les coups de cœur en matière de diplomatie à deux, il est vrai que c'est une chose très ancienne. Sylvie l'a parfaitement rappelé. À vrai dire, on peut même remonter à l'entrevue sur le Niémen entre Napoléon Ier et Alexandre Ier, alors qui étaient deux jeunes réformateurs, donc une séduction personnelle très marquée. Mais en l'occurrence, le point commun entre ces deux présidents, c'est la dissidence, c'est le fait qu'ils sont arrivés au poste qu'ils occupent d'une certaine manière en ayant surpris tout le monde et en ayant déjoué les règles du système. Donc ça crée évidemment un élément de rapprochement. Mais pour le message politique, pour en revenir à cela, quel est-il? Il est très peu probable que l'accord sur le nucléaire iranien soit révisé. D'ailleurs, je ne vois même pas quel sens aurait cette proposition. Il doit expirer en 2025. Notre président demande que soit posée la question de l'équilibre au Moyen-Orient et du rôle de la Syrie, de l'Iran au Moyen-Orient. Mais est-ce qu'il inclut, par exemple, l'État israélien dans cette nouvelle donne qui permettrait de stabiliser définitivement le Moyen-Orient? C'est tout à fait mystérieux. En tout cas, il n'y a aucune chance que les Iraniens l'acceptent, et d'une certaine façon, à juste titre. Ils n'ont pas encore vu l'effet économique des sanctions, et de toute façon, le rapport politique, le rapport de force en Iran rend absolument invraisemblable d'accepter la révision de cet accord. Donc, c'est très bien d'avoir un président à la fois très terroir et très hype, c'est-à-dire vin et bois de Belon, comme vous le rappeliez. Et puis, d'un autre côté, Silicon Valley et les auto-entrepreneurs et les start-up. Mais d'un autre côté, et c'est très bien de le voir aussi ouvert, c'est extraordinaire, l'image est excellente et pour la France c'est une très bonne chose. Mais encore une fois, pour dire quoi, ce qui a très bien marché avec MBS, enfin, avec l'héritier Mohamed Ben Salman, en Arabie Saoudite, et puis avec le règlement de l'affaire Hariri, en revanche, très probablement ne débouchera sur rien en matière de relations avec les États-Unis et de la réinsertion des États-Unis dans un jeu multilatéral plus égalitaire et où les États-Unis ne soient pas nécessairement à la tête. Alors, poursuivons cette réflexion, Thierry Pech, avec vous désormais pour savoir si on a assisté, plus qu'à d'autres époques, cette semaine à une diplomatie des pas de deux. Alors, c'est vrai que j'ai mis en parallèle l'autre image de la semaine, à savoir le leader nord-coréen et le leader sud-coréen se rencontrant, sachant qu'on a appris ce matin que Kim Jong-un a proposé de fermer son site d'essai atomique en mai et d'inviter dans le pays
pays jusque-là reclus des experts américains. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les problèmes du monde se règlent par le bilatéralisme ? Surtout, alors c'est vrai, j'en reviens à Donald Trump, qu'on sait ce que le président américain pense par exemple de l'ONU, qu'il avait qualifié en 2016 de club où les gens passent du bon temps. Le multilatéralisme, depuis 5 à 10 ans, se porte assez mal. Et il se porte assez mal en partie à cause des États-Unis. Les pays les plus faibles ont toujours intérêt à plus de multilatéralisme, puisqu'ils trouveront sur la scène internationale des instances, des institutions capables de faire entendre les intérêts, pas simplement de ceux qui sont les plus forts. Et la France ne fait pas partie des plus forts. Donc la France a intérêt à ce qu'il y ait du multilatéralisme sur le climat, sur la sécurité, sur le commerce. Bon, et on a en face de nous, en dépit des papouilles et des grands singes qui s'épouillent pour montrer qu'ils ne sont pas les adversaires l'un de l'autre. C'est très documenté en éthologie, vous savez. En réalité, on a, nous, besoin d'une Amérique moins égoïste, moins nationaliste. Alors, et d'une certaine façon, il faut passer par là pour redonner un peu d'énergie au multilatéralisme. Donc je crois qu'Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, a raison d'essayer de tenir au maximum Donald Trump sur un chemin de raison et de coordination internationale. Mais c'est vrai que lorsque le multilatéralisme s'affaiblit, les liens bilatéraux deviennent plus importants. Alors, dans le cas coréen, puisque vous m'interrogez sur ce point, c'est assez particulier, parce que c'est quand même deux pays qui ont connu une guerre il y a 60-70 ans, et une guerre qui n'a jamais donné lieu à un traité de paix. Et donc, et d'ailleurs, de ce point de vue-là, si jamais les propositions de Kim Jong-un réussissaient, on pourrait voir là une forme de réussite de la diplomatie de Donald Trump. Parce que c'est finalement lui qui a, en jouant de façon très, très étonnante de tweets, de déclarations, de provocations, créé une situation un peu nouvelle. Maintenant, moi, j'attends de voir. C'est-à-dire qu'on pourrait passer de Rocketman, je vais vous détruire, à Il a qui me lote. Oui, on va voir. C'est pas gagné. Gaspard Ganzer, quels commentaires vous ont inspiré cette semaine diplomatique? Et est-ce que l'on peut dire, à la fois avec Donald Trump, mais peut-être aussi avec Vladimir Poutine, qu'on a quand même affaire à deux leaders du monde, à deux hommes politiques qui n'aiment pas beaucoup le multilatéralisme, ni l'un ni l'autre? Incontestablement, à l'heure actuelle, ce qui est à la mode en Russie et aux États-Unis, en tout cas à leur tête, c'est plutôt l'unilatéralisme ou la construction de relations internationales très réalistes, comme on dit, à partir de rapports de force. Mais moi, je n'oppose pas toujours bilatéralisme et multilatéralisme. Les deux peuvent se répondre et s'entretenir. C'est d'ailleurs un peu ce que l'on voit à l'heure actuelle. Et c'est, je pense que ce qu'a compris Emmanuel Macron, c'est que pour que le multilatéralisme prospère, il faut aussi s'appuyer sur des relations personnelles fortes. C'est ce qu'il a fait. Il a tenté de faire, plus exactement, au mois de juin de l'année dernière, en invitant Vladimir Poutine, en mettant les petits plats dans les grands à Versailles, et ce qu'il a essayé de faire à 2 reprises déjà avec Donald Trump, à la fois en l'invitant au défi du 14 juillet, et là, en se rendant aux États-Unis. Donc il y a des images qui nous marquent. Évidemment, elles ne sont pas si nouvelles que ça, comme ça a déjà été dit, et parfois on a même eu des images encore plus intimes, quand on se replonge dans les archives, on est toujours frappé de voir par exemple Valéry Giscard d'Estaing dans une piscine avec Ford dans les années 70. Donc il y a Emmanuel Macron encore de la marge, peut-être que la prochaine fois il sera dans une piscine avec Donald Trump, et peut-être que les papouilles seront encore plus spectaculaires dans ces circonstances-là, et pourtant nous l'avons déjà fait. Donc souvent on fait le parallèle entre Emmanuel Macron et Valéry Giscard d'Estaing, mais là je me suis amusé à le faire et c'était assez amusant. Au-delà de la plaisanterie, parce qu'il y a aussi un peu de folklore là-dedans, ce qui est intéressant, c'est plus que les images, c'est le son. Et moi j'ai été plus séduit par le fond de ce qu'a dit Emmanuel Macron, évidemment, devant les étudiants à Georgetown ou au Congrès. Et là on a vu qu'il y avait une ligne française qui s'affirmait, dans laquelle on supportait le multilatéralisme, non pas parce que c'est simplement nos valeurs, mais c'est parce que c'est aussi notre intérêt, comme l'a très bien dit Thierry Pêche, et en même temps en affirmant des vraies divergences sur le fond. Est-ce que cela va fonctionner? Moi, aujourd'hui, je veux le croire. Je le crois parce que je l'espère. Mais on peut aussi en douter, parce que jusqu'à présent, si on fait le parallèle avec ce qui s'est passé avec Poutine, les mamours qu'on a fait avec Poutine l'année dernière, on ne peut pas dire qu'ils aient été couronnés de succès jusqu'à présent. La répression contre le peuple syrien n'en est repartie que de plus belle. Donc je crains aussi que tant Trump que Poutine s'intéresse plus à la force qu'aux caresses. Et moi, je suis très curieux maintenant de voir comment Emmanuel Macron va se comporter quand il va se rendre à Moscou dans quelques jours. Parce que là,
après le pas de deux de l'année dernière à Versailles, il va falloir obtenir des choses sur le fond. Une toute petite relance toujours avec vous, Gaspard Ganzer, parce que vous avez vécu à l'Élysée à une époque où c'était Angela Merkel qui dirigeait l'Europe. Là encore, comment vous avez regardé le décalage entre les deux visites, c'est-à-dire Emmanuel Macron reçu en grande pompe comme si c'était lui le leader de l'Europe, et quelques jours plus tard, Angela Merkel qui, elle, n'a eu droit qu'à une visite de 2 heures. Alors, c'est aussi lié au fait que Angela Merkel est moins forte aujourd'hui et qu'Emmanuel Macron a quand même mis beaucoup du sien pour construire une relation avec Donald Trump. Donc ça, la France en a bénéficié, c'est une très bonne chose. Après, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour la France et une mauvaise nouvelle pour l'Europe qu'il y ait ce décalage entre la France et l'Allemagne. François Hollande avait utilisé intelligemment la force de Merkel sur le plan économique pour des grandes médiations internationales. On l'a oublié parce que c'est déjà aujourd'hui dans les livres d'histoire, mais Angela Merkel et François Hollande ont réussi à mettre Vladimir Poutine autour d'une table à Kiev avec Porochenko pour apaiser les tensions à l'est de l'Europe. On n'aurait pas pu le faire seul. On l'a fait parce que l'Allemagne était avec nous. Et donc, je crois qu'il faut faire attention à toujours sauvegarder notre relation avec l'Allemagne, parce que s'il y a une chose qui m'a peut-être un peu gêné dans ce qu'a pu dire Emmanuel Macron aux États-Unis, c'est qu'on a senti que la France s'exprimait en son propre nom, mais que derrière, elle n'avait pas l'Union européenne et elle n'avait pas l'Allemagne. Vous voulez réagir à cela, Thierry Pech ? Oui, bien sûr, sur ce point, quand même, il faut souligner que l'Allemagne a un problème commercial avec les États-Unis, que les États-Unis l'accusent à juste titre de faire du mercantilisme à la petite semaine, d'accumuler des excédents au détriment de ses partenaires commerciaux, ce qui est vrai. Hein. Et puis, deuxièmement, il faut reconnaître que l'Allemagne n'intervient sur aucun théâtre. Où les États-Unis, où la France aurait besoin d'elle. Et donc l'Allemagne compte moins aussi, tout simplement. On se souvient comment Angela Merkel avait été reçue par Barack Obama, ça n'avait rien à voir. Non mais d'accord, mais il faut bien prendre conscience qu'on est dans un moment où la France, sans cette alliance avec les États-Unis, pourrait être assez isolée. Le Royaume-Uni est aux abonnés absents. Je voudrais faire remarquer que les bombardements auxquels on a procédé en Syrie ont donné lieu à de vives polémiques de l'autre côté de la Manche parce que ils ont été faits sans l'assentiment du Parlement, alors que chez nous, ça n'a pas donné... Bon. Donc, en fait, Macron est assez isolé sur ces grands sujets. En Europe, c'est très bien de faire avec les Européens, mais il faut aussi qu'ils en aient envie. Or, manifestement, ils n'en ont pas tellement envie. Sylvie Kaufmann et puis Monique Cantos-Perber. En effet, est-ce qu'Emmanuel Macron, en visite aux États-Unis, parlait au nom des Européens ou au nom d'Emmanuel Macron ? Alors, 2 choses. D'abord, c'est vrai qu'il ne s'est pas présenté comme le dirigeant européen. S'il l'avait fait, on aurait encore entendu, voilà, la France tire la couverture à elle veut être, en réalité, l'Europe n'est qu'un véhicule pour affirmer sa puissance, etc. Donc voilà, c'est un peu à double tranchant. Par ailleurs, sur cette supposée divergence avec Angela Merkel, moi je ne crois pas. Il était à Berlin 2 jours avant de partir aux États-Unis et il semble que justement une des raisons de son voyage là-bas, c'était de préparer ensemble leur visite respective aux États-Unis, puisqu'ils y allaient à 2 jours de différence, enfin ils se suivaient là-bas, et de se répartir la tâche, c'est-à-dire que à Macron, la discussion sur l'avenir de l'accord sur le nucléaire iranien, et à Merkel, la discussion sur le commerce qui est plus importante et qui est plus importante pour l'Allemagne. Et depuis le début, on sait que c'est la France qui est leader des Européens sur cette affaire iranienne. C'est elle, et même avant Macron, c'était déjà la France qui avait la position la plus ferme, etc. Voilà. D'autre part, sur la disparité entre les 2 visites, Macron et Merkel, Macron, c'était une visite d'État avec tout le protocole que ça implique, et c'était quelque chose qui avait été enclenché par l'invitation faite à Trump l'année dernière pour le 14 juillet. Et Merkel, c'était juste une visite de travail. Donc, alors bien sûr, l'un s'entend mieux actuellement. Macron a une relation spéciale avec Trump que Angela Merkel n'a jamais fait mystère de son peu de sympathie pour Trump et réciproquement. Mais voilà, je crois qu'il faut voir les choses un peu plus froidement. Monique Cantos-Perber. Mais n'oublions pas qu'à Strasbourg, Emmanuel Macron a déclaré que Trump était le danger majeur pour le monde, pour les valeurs démocratiques actuelles. Ouais. Donc ces scènes
où on recoule ensemble ont pour contrepartie une violence des attaques tout à fait marquée. Alors pour en revenir à l'Allemagne, puisque nous parlons des relations internationales, il est vrai que Trump a un contentieux avec l'Allemagne. C'est d'une part la relativement faible participation de l'Allemagne au financement de l'OTAN et d'autre part la difficulté qu'a l'Allemagne, en dépit de sa bonne volonté, à augmenter ses dépenses d'armement. Et on trouve là le paradoxe de la puissance allemande, qui est à la fois une puissance économique incontestable en Europe, mais qui n'arrive pas à assumer ce que devrait être un leadership plus politique, et avec ce que cela suppose, évidemment, comme ressources en armement. Alors, je voulais aussi insister, me semble-t-il, à propos du de la gouvernance mondiale, c'est que dans un monde multipolaire, ce qui semble être le cas aujourd'hui de façon de plus en plus marquée, on n'est plus du tout dans un clivage guerre froide avec un camp contre l'autre, où des politiques de dissuasion bien conduites pouvaient être une garantie de paix. On est dans un monde de surprises où des agressions peuvent se produire et les comportements sont peu prévisibles. Et dans ce monde-là, il est certain que la gouvernance mondiale est plus que jamais nécessaire. Cela dit, la gouvernance mondiale telle qu'elle est assurée par les organisations internationales est aussi de plus en plus difficile à mettre en œuvre. Donc on avance dans une situation un peu trouble. Pourquoi difficile à mettre en œuvre ? Eh bien parce que la gouvernance mondiale gère le statu quo d'une certaine manière. Or nous sommes dans un monde où il n'y a plus de statu quo, encore une fois, où tout peut arriver. Et par ailleurs, la gouvernance mondiale gère le monde avec les souverainetés. Or, on assiste toujours, mais des souverainetés pacifiques, respectueuses de ceux qui sont autour. Or, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. On assiste à un déchaînement des nationalismes et à des politiques d'agression. Enfin, pour le cas de la Russie, ça a été tout de même assez clair pour rester dans le monde européen au sens large, à la fois en Géorgie et en Ukraine. Donc cela fait que l'idée même de gouvernance mondiale est aujourd'hui confrontée à une situation tout à fait inédite. Alors pour aller peut-être encore plus loin sur cette ligne-là, Monique Cantos-Paveur, ce qui est bien, c'est que même quand Hubert Védrine n'est pas dans ce studio, il est avec nous grâce à son livre Compte à rebours qui est publié ces jours-ci, un livre dans lequel il parle du multilatéralisme. Voilà ce qu'il écrit. Il écrit « Il y a bien un monde multilatéral, l'ONU et sa flopée d'organisations avec des fonctionnaires internationaux, quelques métiers dans le commerce, les finances, les médias, les arts, les sciences, qui vivent dans un petit monde globalisé, mais c'est une infime part de la population mondiale qui vit hors sol dans une mince pellicule. Il n'y a pas encore de communauté des peuples. » En gros, Sylvie Kaufmann, il n'y a bien que l'élite chimérique, c'est-à-dire nous, qui croient que le multilatéralisme est encore possible ou est possible. Moi, je crois que le multilatéralisme, il existe toujours. Bien sûr, il est attaqué. Et il est attaqué surtout par les États-Unis actuellement, ce qui constitue effectivement un problème de taille. Mais il existe, il continue. On n'a pas, comme dirait Emmanuel Macron, on n'a pas de plan B pour l'instant. Donc, regardez ce qui se passe avec les deux Corées. Si là, nous avons 2, 3, 4 leaders, parce qu'il ne faut pas écarter Xi Jinping, qui a aussi un rôle important dans l'affaire, même si pour l'instant il est un peu en retrait, qui mettent cette dynamique en mouvement de dialogue entre les deux Corées. Si ce dialogue aboutit, qu'est-ce qui va se passer ? Les institutions internationales vont se mettre en mouvement parce que ça ne va pas se passer juste entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il va falloir organiser des programmes d'aide. Il va falloir la Corée du Nord, en réalité, va vouloir réintégrer ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la communauté internationale, parce que c'est vrai qu'elle est difficile à définir. Par moment, on a même l'impression qu'elle n'existe pas en tant que telle. Mais il y a des institutions qui, quand même, continuent à fonctionner largement dans le cadre de l'ONU, même si elles sont en difficulté. Et juste pour revenir sur ce discours au Congrès que Monique Cantos-Paveur a trouvé brutal, et c'est vrai, je pense, d'Emmanuel Macron, et c'est vrai qu'il était brutal, surtout comparé à la mise en scène des jours précédents, mais je crois qu'il a eu le mérite de montrer, d'exposer dans toute sa clarté l'alternative à l'unilatéralisme de Donald Trump. Et c'est aussi la tactique d'ailleurs que Macron utilise avec Poutine, c'est-à-dire il l'invite, mais en même temps il lui dit devant lui vos organes de presse sont des organes de propagande, etc. Donc je crois que cette clarté, elle est salutaire et elle montre aussi que ce modèle multilatéral n'a pas disparu.
Thierry Pech, sur l'efficacité de cette stratégie-là, c'est-à-dire d'utiliser le bilatéralisme pour ramener ensuite le monde vers le multilatéralisme. Est-ce qu'en effet c'est efficace ou est-ce que ça rend les choses encore plus confuses ? Mais c'est le minimum. Quand on ne peut pas emprunter la voie multilatérale, il faut bien en emprunter une autre. On ne va pas cesser de se parler. Donc il y a pire que le bilatéralisme, c'est l'unilatéralisme. Et c'est ça qu'il ne faut pas laisser se développer. Mais il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, le climat. On fait comment sans multilatéralisme sur le climat ? On fait comment ? Il n'y a pas d'autre solution. Pour répondre à Hubert Védrine, et on aura l'occasion de le faire de vive voix, mais puisqu'il n'est pas là, on va quand même lui proposer un sujet de discussion. C'est pas parce que vous voulez du multilatéralisme que vous croyez béatement à l'existence d'une communauté des peuples. C'est pas ça. C'est deux choses différentes. Ouais. C'est pas ça, c'est deux choses différentes. C'est pas parce que vous pensez que sur le climat, et d'ailleurs je sais qu'Hubert Védrine est un fervent militant d'avancée sur le climat. C'est ce qu'il explique dans le livre. Mais bien sûr. C'est sur ce sujet, sur ce terrain-là que peut se créer une communauté de destin, une communauté internationale. Et on finira par ramener Hubert Védrine à la raison multilatéraliste. J'espère qu'il nous écoute. Gaspard Ganter et puis Monique Cantos-Pervers. Je souscris totalement à ce qui vient d'être dit par Thierry Pech et j'ajoute quelque chose. Faut faire attention à ce que les États ne s'enferment pas dans ce bilatéralisme et continuent de croire au multilatéralisme au moins comme projet. Pourquoi ? Parce que les peuples du monde ne les attendent pas dans le plus négatif, où la violence n'ignore pas les frontières, les migrations dépassent les frontières. Le sujet migratoire est certainement des sujets les plus importants que nous avons devant nous, tout comme le sujet climatique. Et puis moi, j'ai envie de vous proposer une comparaison entre deux images. Celle, quelque part, d'un peu ce vieux monde qui se retrouve en Corée, qui se retrouve aux États-Unis, qui se retrouve en Europe, et en même temps, les GAFA, leur équivalent chinois, leurs futurs équivalents partout dans le monde, qui sont portés par des dirigeants plus jeunes qui se moquent, mais totalement des États. Et si on n'apporte pas une réponse, pour le coup, multilatérale à ces phénomènes qui ignorent totalement les frontières, là, il y aura un énorme décalage que les gens sentiront et qui sera dangereux. Malheureusement, Gaspard, j'ai peur que, comme le disait quelqu'un que vous connaissez bien, le vieux monde est de l'avenir. Oui, c'est possible. Le mot de la fin, Monique Cantos-Pervers, sur cette première partie. Est-ce qu'on pourrait résumer les choses en disant que le multilatéralisme est un concept compliqué, que l'unilatéralisme américain est abîmé, et ça on n'a pas beaucoup dit, et que le bilatéralisme, en effet, génère un monde instable ? En tout cas, rappelons que les États-Unis sont à l'origine du multilatéralisme, tout de même. Hein. C'est un grand concept du président Wilson et qui a été bien sûr précédé par d'autres. Et la question du climat, la question des migrations sont des questions très intéressantes parce que là, il est beaucoup plus facile, peut-être qu'en matière de paix mondiale ou de gestion des crises, d'identifier le bien commun. Il n'y a aucun doute sur le fait que c'est un common asset, comme on dit. Le destin de chacun dans sa petite nation dépendra directement du traitement collectif de cela. Si vous permettez, je voudrais quand même citer un ouvrage qui est paru il y a une vingtaine d'années d'un spécialiste, philosophe des relations internationales américain qui s'appelle Ed Label. Le titre était La société anarchique, Anarchical Society, et qui essayait de démontrer que aujourd'hui nous avons le choix entre le système des nations, c'est-à-dire genre ONU, les institutions multilatérales, et puis les sociétés des nations. Idée qui s'était répandue après le congrès de Vienne, c'est-à-dire des actions internationales conduites par des nations qui ont des affinités entre elles, des affinités culturelles, des affinités de valeurs et autre chose. Et il est vrai que cette idée de société des nations par opposition à système des nations tend aujourd'hui à faire son chemin. Et il y a peut-être aussi la possibilité de refonder un multilatéralisme à plusieurs profondeurs, à plusieurs capacités de réactivité. Ce serait une piste intéressante peut-être. Vive la SDN en guise de conclusion de cette première partie. On va maintenant quitter la géopolitique et le vaste monde. On va resserrer la focale sur la petite France et ses quartiers. Bienvenue dans les QPV. France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry. Le moins qu'on puisse dire de ces grands ensembles, c'est... La France compte 1500 QPV, quartiers prioritaires de la ville, dont 200 seraient au bord du gouffre, 60 dans la fracture et 15 qui auraient déjà basculé dans l'affrontement. Un diagnostic posé par le bon docteur Borloo dans son rapport enfin remis jeudi au Premier ministre, après consultation multiples de nombreux acteurs des quartiers, maires et associations, et des propositions comme la création d'une académie des leaders, sorte d'ENA des banlieues,
de maisons Marianne pour les femmes qui s'impliquent dans la vie locale ou encore la formation de coachs d'insertion pour favoriser le dépassement de soi à travers le sport. Borloo, spécialiste du tapage médiatique, disent les détracteurs de l'ancien ministre de la Ville, aujourd'hui officiellement retiré de la vie politique, mais Borloo cultivant sa réputation de bulldozer des causes perdues, l'homme qui sauva Valenciennes dans les années 90, puis pris les rênes de la rénovation urbaine sous Chirac au début des années 2000, Borloo, Zorro, agrégeant des milliards d'euros et réhabilitant des dizaines de quartiers, tout cela pour que moins de 15 ans après, on entende sur les banlieues le même discours que depuis toujours, depuis 1964 par exemple, où déjà à La Courneuve, vous allez entendre, on parlait de territoire oublié de la République, de travaux de rénovation toujours tardifs et compliqués, de jeunes à la dérive, comme si pour les banlieues, on ne trouvait jamais le mode d'emploi, comme si la boîte à idées était toujours décevante, inopérante. Le moins qu'on puisse dire de ces grands ensembles, c'est qu'ils manquent d'âme. On a construit, on a paré au plus pressé, et le problème des loisirs de ces jeunes a été un peu, non pas la dernière roue du carrosse, mais on n'a pas tellement eu le temps jusqu'à présent d'y penser. Mais tout de même, c'est plus clair, les appartements sont beaucoup plus vastes, alors qu'est-ce qui manque? Il manque d'abord d'une part des maisons des jeunes et de la culture. La maison des jeunes, le gros œuvre est terminé, mais pour qu'on puisse aménager l'intérieur, on attend un feu vert préfectoral qui tarde peut-être un peu à venir depuis quelques mois. Mais en attendant, à La Courneuve, il n'y a pas de maison des jeunes. Alors, comme ils n'ont rien à faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'ennuient et ils sont livrés à l'oisiveté. Ils se promènent le soir dans le centre commercial. Du café, toujours au café. Une petite balade comme ça. Si ça va bien un moment, mais après, tous les soirs, sinon. Non, c'est pas question de ça. Voilà pour ce document sonore étonnant qui nous raconte La Courneuve en 1964. Concordance des temps, dirait notre ami Jean-Noël Jeanneney en ce mois d'avril 2018, où l'on tire une énième fois la sonnette d'alarme sur les quartiers. 3 fois plus de chômage, de discrimination, 2 fois moins de voitures et de transports publics, moins d'équipements publics de sécurité, d'accès aux soins. Tout ça, c'est dans le rapport Borloo qui veut tordre le cou à l'idée couramment répandue qu'on aurait déjà trop dépensé pour les banlieues. Thierry Pêche, il faut vraiment 45 milliards d'euros en plus pour sauver cette France des quartiers. Pardon Émilie, 48 pour être tout à fait exact. 45, c'est ce qu'a dépensé le plan Borloo version Chirac. Le précédent. Donc là, c'est 48. Vous faites bien de me reprendre. Voilà, donc 48, on fait toujours mieux. Moi, je suis très partagé, je dois dire, devant cette intervention de Borloo. J'ai envie de la saluer parce que je pense qu'il va faire du bien. Je vais dire pourquoi, à mon sens. Puis, bien sûr, aussi d'en souligner les limites, les faiblesses et même les graves défauts quelquefois. Et là, j'irai dans le sens de la perche que vous me tendez. D'abord, saluer parce que, quand même, dans les années 90, quand on disait c'est quoi le problème territorial en France, on disait tous les banlieues, les quartiers de relégation, les quartiers d'immigration, etc. Puis dans les années 2010, on s'est mis tous à dire tout à fait autre chose. À dire le problème numéro 1, c'est la France périphérique, c'est-à-dire le périurbain et le rural, moins justement les quartiers politiques de la ville, sur lesquels se serait déchaînée une forme de sollicitude sociale des bobos de centre-ville. C'est ça la doxa qui s'est installée et qui est extrêmement toxique. Parce qu'effectivement, ces quartiers politiques de la ville, ils méritent notre attention. Ils n'ont pas été couverts des bienfaits et des libéralités des métropoles au détriment d'une France de petits blancs, parce que c'est ça le sous-entendu, qui continuerait à souffrir en silence. Donc, Borloo vient nous dire, effectivement, ces 1500 quartiers politiques de la ville, et puis surtout les quartiers prioritaires politiques de la ville, sont à nouveau au cœur de la question sociale. Et ça, c'est vrai. C'est vrai que ce sont des quartiers qui se sont spécialisés dans l'accueil de la misère, et c'est là que va s'accumuler le gros des difficultés françaises. Le deuxième point sur lequel il faut le remercier, je crois, c'est qu'il met l'accent sur quelque chose qui est vrai, c'est qu'il y a un manque de moyens. Alors les moyens ne résolvent pas tout, mais il y a un vrai manque de moyens. Pour une raison simple, c'est que la crise de 2008 est passée par là. Les budgets des collectivités territoriales se sont contractés, et que là où on pouvait un peu aider, pas simplement pour le bâti, parce que les 45 milliards dont on parlait, c'était beaucoup pour le bâti, mais aussi pour accompagner les associations, la vie locale, etc. Eh bien, ces budgets se sont rétrécis. L'investissement public local s'est contracté. Et donc, de ce point de vue-là, bravo Borloo. Voilà. Alors après, j'ai lu le rapport. C'est pas un rapport d'ailleurs.
c'est une espèce de plaidoyer, c'est un plan, bon, on ne sait pas trop comment qualifier ça, il y a un côté littérature. C'est vrai que le volontarisme tient un peu lieu de méthode et que c'est un petit peu court. Thomas Kirsbaum, sociologue sur ces questions, disait sur cette même chaîne il y a quelques jours, c'est la plateforme syndicale des maires de banlieue. Et c'est vrai. En gros, Borloo a fait la shopping list complète de tout ce dont rêvent les maires de banlieue. Mais les maires de banlieue ne sont pas l'alpha et l'oméga des problèmes de la banlieue. Et ce qui est très surprenant dans ce rapport, c'est qu'au fond, très rarement, il est fait mention des habitants, de ce qu'ils pourraient apporter, de comment ils pourraient être impliqués dans les politiques publiques, de comment on pourrait les solliciter. On est là à penser qu'au fond, les maires, la politique et quelques associations viendraient faire le bien des gens à leur place, penser leur bonheur à leur place. Et c'est tout de même stupéfiant. On avait fait un travail avec BPI. Borloo, en même temps, on pourrait vous interrompre et vous dire qu'il vaut mieux demander à des maires et à des associations qu'à des énarques. Je ne dis non, mais alors attendez. Oui, mais faut pas. Ça, il y a un petit côté populiste qu'on trouve bien dans le rapport Borloo. C'est les experts et technocrates n'y connaissent rien. Nous, les élus, on va s'occuper de tout ça. Oui, sauf que à la fin, et c'est pas la première qualité du rapport Borloo, les experts et les technocrates, ça apporte de la précision. Et ce rapport, il est loin d'être précis. Et si quelques experts et technocrates s'étaient penchés dessus, il serait peut-être un peu meilleur. Par exemple, en termes de bouclage financier, de sûreté technique. Et franchement, ça manque de rigueur. Donc moi, je suis un peu perplexe devant cette façon de dire, voilà, faut tout changer. Et au fond, pour tout changer, on fait comme on faisait autrefois. Et c'est ce que vous suggériez dans votre question. En gros, tout ce qui a été fait avant, c'est bien, il faudrait le continuer, puisque c'est Borloo qui l'a fait, donc il y a un côté aussi autosatisfaction dans tout ça qui est un petit peu piquant. On ne s'interroge pas sur l'efficacité des politiques publiques qui ont été conduites dans le passé. Il faudrait quand même se demander si on a bien fait, si tout ça n'a pas déstabilisé aussi des quartiers. On ne s'interroge pas sur les forces vives de ces quartiers. Juste un dernier mot. À Terra Nova, on avait fait un travail avec BPI, le Lab, sur les entrepreneurs dans les quartiers. Qu'est-ce qu'on avait constaté ? 1, qui sont nombreux. 2, qui réussissent plutôt bien. 3, c'est des vrais entrepreneurs. Ce n'est pas des marchands de kebab du coin de la rue. C'est des gens qui emploient d'autres gens, si vous voulez. 4, ils ont les mêmes problèmes que tous les autres entrepreneurs, en pire, juste à cause de leur adresse. On ne peut pas s'appuyer sur ces gens pour faire la politique des quartiers demain. Ça ne serait pas plus intéressant. Ça ne serait pas plus innovant, plus disruptif. Alors, vous vous interrogiez sur la précision ou la non-précision de ce rapport, Thierry Pech. Alors justement, nous, Monique Cantos-Faber, on va être un peu précis. On va reprendre quelques-unes des 19 programmes que contient ce rapport, et notamment cette proposition, la création d'une nouvelle grande école accessible sur concours, conçue sur le modèle de l'ENA. Monique Cantos-Faber, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de justement s'attaquer à l'un des travers de l'ENA, est-ce qu'il se reproche qu'il lui fait souvent d'une trop grande c'est difficile à dire, de trop grande homogénéité de ses diplômés, avec l'entre-soi qui en découle. C'est une bonne piste, cela ? Mais toutes les idées sont bienvenues d'une certaine manière, parce que ça incite à penser, à imaginer quelles pourraient être les conséquences positives, à imaginer également des objections. Mais ça montre, en tout cas, de la part de l'auteur du rapport, une véritable volonté de trouver des solutions et des solutions concrètes. Le problème de la banlieue, de manière très générale, c'est qu'il illustre à la fois la difficulté majeure de la société française et les verrous multiples qu'elle propose, qu'elle met en face de ceux qui sont les plus démunis. La difficulté majeure, c'est la place du territoire, c'est-à-dire où on est, en général, on reste. Alors certains appellent ça assignation à résidence, d'autres appellent ça relégation, mais le rôle que joue le territoire, avec ce que ça suppose comme accès aux services publics, comme capacité de se loger, comme environnement social et culturel, joue un rôle fondamental dans l'expérience de dépossession que peuvent ressentir ceux qui sont dans les situations les plus difficiles dans nos sociétés. Ils sont plusieurs millions. Et puis l'autre élément, ce sont les verrous de la société française, évidemment très ouverte, très libre, mais où on ne circule pas facilement, où il y a toutes sortes de voies réservées, de filières, commandées par des concours, et gérées par des corps. Donc j'en viens à l'ENA des banlieues. C'est une question qui m'intéresse, que celle du système... Et de l'oligarchie à laquelle vous avez déjà consacré un ouvrage dans votre existence. Du système de formation français, en tout cas formation supérieure, à la fois extrêmement égalitaire et qui ne cesse de juxtaposer des filières extrêmement étanches, qui sont le message le plus dissuasif qu'on puisse adresser, me semble-t-il, en termes de volonté de promotion des individus. En matière d'enseignement supérieur, il y a 2 gros défauts.
En France, la manière dont on fait la différence entre les meilleurs et les autres, et les meilleurs et les moins bons, par des concours qui identifient des qualités intellectuelles tout à fait particulières, etc. Et quand on a dirigé une institution de formation de l'élite, comme ça a été mon cas, on ne cesse avec l'école normale supérieure. Avec l'école normale supérieure, qui pourtant est une institution tout à fait à part et de type tout à fait universitaire et orientée vers la recherche. Il reste qu'on ne cesse de se poser la question, et les autres ? Est-ce que 40 élèves par an, 100 élèves par an, 150 élèves par an, sur les 700 000 qui font une classe d'âge et les 600 000 qui aspirent à entrer dans l'enseignement supérieur, sont vraiment les meilleurs ? Et selon quels critères ? Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est l'étanchéité. Il faut évidemment donner les meilleures formations aux plus talentueux et à ceux qui veulent le plus travailler. C'est évident. Moi, je ne suis pas du tout pour qu'on rabaisse tout le monde à un niveau médiocre. Je suis au contraire pour qu'on mette en valeur l'excellence, mais dans un système de continuité et de fluidité, et qui soit véritablement incitatif. Alors l'école des leaders, la grande école des leaders, pour revenir à cela, après tous ces préalables, eh bien, elle consiste d'une certaine manière à reproduire les deux défauts que je viens de décrire, c'est-à-dire une quarantaine qui serait choisie parmi les autres, qui serait recrutée selon un concours. Et encore une fois, il y en a quand même beaucoup qui sont extrêmement talentueux et qui pourraient aspirer à cela et qui resteraient dehors. Donc, insider, outsider, on retrouve toujours la même différence française. Et puis, par ailleurs, c'est étanche, si vous voulez, ça n'a pas, toutes les études montrent que ça n'a pas d'impact positif en termes d'aspiration, en termes de volonté de s'en sortir, en termes de volonté d'intégration pour ceux qui sont dehors. J'ajouterai à ça que, de manière générale, la volonté d'institutionnaliser ce qu'on appelle une marginalité, on va aller dans un quartier défavorisé pour institutionnaliser ce qu'il y a de meilleur, donne toujours des effets assez négatifs. Toutes ces choses ont été étudiées, et ces experts qui sont congédiés, enfin les technocrates, je ne prendrai pas fait et cause pour eux, mais les experts, oui, parce que les experts, ce sont les chercheurs qui testent leurs hypothèses, qui les expérimentent, qui recueillent des données, qu'ils soient ainsi congédiés, alors que sur ces questions-là, le rapport a été important. C'est peut-être fâcheux pour un document qui est d'une très grande richesse et qui, en termes de mesures symboliques, en effet, est aussi très inventif. Alors d'une certaine manière, Monique, vous dites la même chose que Malek Bouti, ancien député de l'Essonne, actuel président de SOS Racisme, qui dit lui aussi qu'il ne faut surtout pas, Gaspard Ganzer, créer un sous-ENA, mais idéalement permettre à tous ces jeunes de quartier d'aller à l'ENA. Et il pointe finalement ce qu'il appelle un problème philosophique de ce rapport Borloo, qui selon lui est voué à l'échec parce qu'il pense, Borloo, que la banlieue dysfonctionne sur l'encadrement, le social, l'économie, alors que pour Bouti, dans ces territoires, c'est la République qui s'effondre. Il faut d'abord rétablir l'ordre républicain, normaliser ces quartiers, surtout pas de traitement à part, dit Malek Bouti. Alors c'est le fait qu'il faille que ces territoires et les personnes qui habitent dans ces territoires soient totalement inclus dans la République, c'est une certitude. En revanche, ce sera peut-être ma nuance avec Malek Bouti, je pense que derrière ce que dit Malek Bouti, il y a un questionnement sur la laïcité, l'intégration, etc. Et moi je pense que, sans ignorer ce problème, simplement considérer que le seul problème de la banlieue, c'est un problème d'intégration sociale, de questions religieuses, etc. Je ne sais pas exactement ce qu'il a dit, mais je sais qu'il a pu le dire par ailleurs. Je pense que c'est un problème. Moi, je pense que les problèmes des banlieues, des quartiers, on les appelle comme on le voudra, chacune des terminologies d'ailleurs étant lourde de sens, ils ont le mérite d'être soulevés de nouveau par Jean-Louis Borloo, et ça, c'est une très bonne chose. Il y a des choses intéressantes, des choses qui le sont moins dans ce rapport. Moi, je suis un peu sceptique sur l'idée de l'ENA des banlieues, parce que je pense que le vrai objectif doit rester... Vous-même étant énarque. Oui, je suis très critique de cette école, où franchement, je n'ai pas appris grand-chose, et j'ai plutôt perdu mon temps qu'autre chose. Ouais. Mais à l'inverse, j'en ai quand même bénéficié, et je pense que l'objectif doit être de permettre au plus grand nombre d'y accéder, et de façon la plus mixte possible. Il y a déjà, d'ailleurs, il faut sortir des caricatures, des gens qui viennent d'horizons sociaux plus différents, comme l'école normale supérieure, l'école polytechnique. Il n'y a pas que des blancs nés dans le 7e arrondissement à l'ENA. Il y en a plus qu'ailleurs, certainement, mais il n'y a pas que ça. Bref, non, je vais m'arrêter là. Et non, je pense que la vraie priorité doit être de traiter un certain nombre de problèmes de façon très concrète. Moi, j'en citerai
4. Le premier, c'est le sujet des transports. La première souffrance dans les quartiers, c'est l'isolement géographique. Récemment, dans Courrier International, on voyait un journaliste britannique qui avait fait de l'expérience, ça peut nous sembler singulière, de se rendre en transport en commun à Clichy-sous-Bois. Il s'est rendu compte que c'était évidemment un enfer. Il fallait prendre un RER, puis après un tram, puis après marcher à pied, etc. Et ça, c'est évidemment le plus gros problème. Ça avait déjà été dit en 2005. Ça a commencé à être traité par Nicolas Sarkozy quand il a lancé le métro du Grand Paris. Et là, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement ? Il est revenu sur les engagements et les investissements qui avaient été pris en matière de décloisonnement des banlieues par le rail. On peut mettre toutes les excuses du monde sur les questions budgétaires pourront être avancées, on peut les entendre, mais c'est prioritaire, c'est au-dessus de la pile et ça doit l'être. Et donc j'espère que la raison va revenir et qu'on va considérer que c'est plus important que tout le reste. Première chose. Deuxième chose, le logement, où il faut certainement arrêter de penser la question du logement à l'échelle simplement des villes. Il faut la pencher à l'échelle des zones urbaines denses et des métropoles. Parce que sinon, il y a un jeu de concurrence qui se joue entre les villes sur le logement social, l'habitation de classe moyenne. Donc ça, il faut le penser à une échelle qui est plus importante, pas sur tous les sujets. Troisième sujet, il a été évoqué par Thierry Pech, c'est l'entrepreneuriat. Moi, je suis beaucoup plus séduit par ce que dit Thierry Pech, par ce qui a été fait par la BPI pour soutenir les entrepreneurs, ou par ce que font des fonds spécialisés comme un parc partner pour soutenir les entrepreneurs dans les banlieues, que l'idée de tout miser sur le sport. Quatrième, je crois en la culture. Vous avez certainement lu La communauté d'Ariane Chemin et Raphaël Baquet, qui est un excellent livre sur Trappes, elle rappelle le rôle capital des MJC pour favoriser l'éclosion de talents. À Trappes, il y a quand même eu Jamel Debbouze, Omar Sy, Lafouine, Sophia Aram, c'est quand même pas rien. Aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse détecter ces nouveaux talents de demain dans les banlieues. Ça pose aussi la question de savoir ce qu'Emmanuel Macron a déjà fait pour ses premiers mois de son quinquennat pour les banlieues. Alors on cite, Sylvie Coffin, assez facilement les emplois francs, le dédoublement des classes de CP qui fut l'une de ses premières mesures. Mais il y a aussi pas mal de critiques sur le fait que, par exemple, pendant cette fameuse interview présidentielle qui a duré 4 heures, on n'a pas eu une seule question sur les quartiers. Oui, enfin, c'est pas lui qui posait les questions. Et d'ailleurs, c'est tout à fait révélateur de nos élites, y compris médiatiques. Je crois qu'il y a cette histoire des nains des banlieues, évidemment, ça va être, je pense que ça va être dénoncé comme un gadget et on va beaucoup en rire probablement. Bon, sachant qu'on va quand même le préciser, le président de la République a fait savoir qu'il ferait ses propres propositions pour les quartiers au mois de mai et s'inspirerait, mais ne reprendrait pas l'intégralité du rapport Borloo. Voilà, mais je crois qu'on a un vrai problème de diversité de nos élites. C'est évident, enfin, ça saute aux yeux, si je puis dire. C'est un vrai problème qu'on ne prend même pas à bras le corps. Moi, je suis rentrée des États-Unis où j'étais correspondante pendant plusieurs années en 2001. Et j'ai assisté à la première conférence de rédaction au journal Le Monde. Et j'étais frappée, il n'y avait autour de la table que des hommes et des blancs. Et je m'en suis ouverte, et c'était quelque chose qui aux États-Unis était évidemment impensable, puisqu'il y avait une politique de diversité affirmative et volontariste, etc. Je m'en suis ouverte à certains de mes collègues qui ont dit, et à la direction du journal de l'époque, qui ont dit oui, bien sûr, et puis on n'a jamais rien fait. Et je crois que c'est un vrai souci, et il faut agir là-dessus. J'ajouterai au sujet qu'a évoqué Gaspard, celui de l'éducation. Je crois que ça, c'est un mérite de ce plan Borloo. Je dirais 2 mérites. D'abord, c'est un cri d'alarme qui remet le projecteur sur un sujet qui est permanent et qui est essentiel, je crois, dans notre société. Donc, il va falloir s'en occuper. Emmanuel Macron a dit, et avant lui, il y avait eu déjà cet appel de Grigny des maires, donc c'est d'ailleurs ça qui a suscité la mission Borloo. Emmanuel Macron a dit qu'il ferait une déclaration le 22 mai. On verra ce qu'il retiendra de ce plan. Moi, je crois que déjà, c'est l'occasion de se poser et d'avoir une politique sur les quartiers prioritaires de la ville. Et l'autre mérite, c'est qu'il
il aborde cette problématique avec une dimension globale. Plus seulement la rénovation urbaine ou plus seulement par secteur, mais avec, en effet, la question de la mobilité, la question de l'égalité homme-femme, la question de la culture et la question fondamentale de l'éducation. Et une petite mesure qui a été prise par ce gouvernement et qui est visiblement saluée par tous les maires, c'est le dédoublement des classes de CP. C'est pas grand-chose. Enfin, c'est pas grand-chose. Ça demande des moyens, évidemment, c'est beaucoup. Surtout si on l'étend à des classes supplémentaires. Mais on voit déjà que l'effet est visible et c'est efficace. Donc, je crois que là, on a un levier sur lequel on va pouvoir agir. Sur l'histoire des maires, bien sûr, mais les maires, ils sont quand même en première ligne. Et ce que je vois dans cette mission Borloo, c'est que les maires qui sont derrière lui, ils sont de tous les partis. Donc ça veut dire quelque chose aussi. Ils sont quand même des gens qui sont là vraiment confrontés tous les jours avec les problèmes, avec les problèmes de ces populations. Et on voit un clivage entre les maires et l'administration et la bureaucratie. Cet extrait sonore que vous avez passé est extraordinaire, 1964. Et qu'est-ce qu'on entend ? Quelqu'un qui dit « On attend le feu vert préfectoral qui tarde à venir sur la Maison des Jeunes. » Et on en est encore là. Alors, l'administration a des tas de mérites, mais visiblement, il y a un problème de blocage administratif. Je lis aussi que la rénovation urbaine et l'Agence nationale de rénovation urbaine est au point mort depuis 4 ans à cause de blocages bureaucratiques. Voilà, il y a les élites technocratiques, elles doivent intervenir et je pense qu'elles mettront sans doute beaucoup de rigueur dans ce plan et dans ce qu'en retiendra Macron, mais il y a quand même un petit problème. Alors, réaction rapide de Monique Cantos-Sperber et puis Thierry Pech. Que les élites françaises soient trop peu diversifiées en termes sociaux, ethniques, culturels, ça c'est absolument certain. Je souscris tout à fait à l'analyse de Sylvie et cela c'est dû en grande partie au fait que les filières de formation de ces élites prennent très peu d'élèves et sont extrêmement fermés au lieu de créer un vaste système d'entraînement vers le haut fondé sur 2 principes, différenciation bien sûr pour que les meilleurs puissent accéder aux meilleures formations et très grande fluidité, très grande capacité de circulation. Alors ce qui m'a vraiment frappé dans ce rapport d'une très grande richesse et qui en effet est un cri d'alerte et une mobilisation des consciences et ça a toujours un effet causal sur la réalité, ça c'est une bonne chose quel que soit le contenu de ce qui est proposé, c'est tout de même, et le point a déjà été abordé, que très très bien intentionné, il reste, quoique très bien intentionné, il reste quand même assez tributaire d'une vision verticale de l'action en banlieue. Pour moi, qui crois beaucoup à la mise en mouvement des populations, aux initiatives des premiers concernés, qui sont les plus informés en général et qui savent ce qui est possible chez eux et ce dont ils sont capables, il faut rendre des personnes responsables de leur vie, de leur communauté, et de manière paternaliste, leur dire c'est comme ça que vous allez devenir responsable. On sait que c'est souvent, pas toujours, mais souvent voué à l'échec. Une chose m'a stupéfaite dans le discours inaugural de présentation du rapport. Borloo a dit que le taux de création d'entreprises en banlieue est très supérieur à la moyenne nationale dans l'industrie de la culture et du numérique. C'est une chose extraordinaire, ce qui montre qu'il y a un potentiel, il y a une capacité à se servir des atouts. Alors en revanche, les services publics ne sont pas là. Les services publics, ça veut dire l'accès aux biens publics, la santé, l'éducation, comme cela a été rappelé, les transports, la capacité de circulation, les lieux publics où on est libre de toutes les appartenances. La question fondamentale, avant de parler de traitement préférentiel, c'est de restaurer une véritable qualité de ces biens publics et de ces services publics et de donner aux personnes des atouts pour qu'elles en profitent elles-mêmes, à leur façon, selon leur finalité. Toutes les études d'experts, malheureusement, encore une fois congédiées au début du rapport, mais c'est peut-être un enthousiasme des néophytes, toutes les études d'experts ont montré que les personnes démunies profitaient beaucoup moins des biens publics que les personnes avec un bagage culturel et social important. D'où la nécessité d'investir encore plus en biens publics parce que c'est la première condition de la liberté et du mouvement.
Thierry Pechemonique, Cantos-Perber parlait de verticalité toujours dans l'appréhension de ces sujets-là. Alors, que faut-il attendre de la verticalité macronienne début mai par rapport à ce rapport Borloo? Mais Émilie, détrompez-vous, le président s'est exprimé à Tourcoing à la fin 2017 sur la question des banlieues et a justement dit qu'il fallait éviter cette verticalité. Qu'est-ce que ça veut dire alors, éviter la verticalité, puisque vous dites aussi que consulter les maires et les associations, ça n'est pas là forcément suffisant? Non, mais les maires et les associations font partie, bien sûr, des intéressés, des concernés qu'il faut réunir. Mais ce n'est pas les seuls, les habitants, Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, consulter les habitants? Ça veut dire, soyons concrets. C'est pas simplement consulter, c'est faire avec eux et regarder ce qui se passe dans les quartiers qui peut être développé. C'est d'ailleurs un peu ce que fait le rapport, parce que là, on va trop vite. Il faudrait être plus charitable. Mais en gros, il emprunte quand même une voie plus traditionnelle et plus verticale. C'est le point que je soulevais, c'est le point critique. Je voudrais attirer l'attention sur 2-3 points, si vous permettez rapidement. S'il y a plus d'entrepreneurs dans les quartiers que sur d'autres territoires, c'est pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas d'autres moyens de s'en sortir pour beaucoup de gens. Parce qu'ils n'ont pas accès aux grandes écoles, parce qu'ils n'ont pas accès au capital social et culturel, etc. Et donc on se prend en main. Et voilà. Et c'est souvent dans ces quartiers de relégation que s'enracinent les idées les plus innovantes, les gens les plus débrouillards, parce qu'il n'y a pas le choix. Voilà. Deuxième point, Macron ne fait pas rien quand même, il faut être juste. On est là à dire « Ah, il ne parle pas souvent des quartiers, alors il a abandonné les quartiers ». Mais un plan de 14 milliards d'euros pour la formation destiné à 1 million de décrocheurs, vous ne pensez pas que ça va profiter aux quartiers ? Bien sûr que si. C'est pas parce que vous ne territorialisez pas toute votre politique que vous oubliez les territoires. On peut s'occuper des gens et pas simplement des places. Donc ça ne me paraît pas 14 milliards tout à fait rien, quoi. Je sais pas. Dans cet inventaire-là, justement, de ce qui a déjà été fait par le président Macron pour les quartiers, qu'est-ce que vous mettez avec, en effet, on l'a dit, les emplois francs, le dédoublement des classes CP en ZEP, c'est pas rien. Le doublement du budget de l'ANRU pour les exercices qui viennent, c'est pas tout à fait rien. La formation professionnelle, j'en ai parlé. Les emplois francs, ils ne sont qu'au tout début, mais c'est pas forcément une mauvaise idée. Le name and shame en matière de discrimination à l'embauche dans les entreprises, c'est sans doute pas... C'est rapidement. En gros, les entreprises qui jouent pas le jeu, enfin qu'on peut convaincre de s'être montrées discriminantes à l'égard de certaines catégories de population, sont nommées publiquement et montrées du doigt. C'est ça le name and shame. La police de sécurité du quotidien, qui fait tellement défaut dans ces quartiers, parce que justement les relations entre la police et les habitants ne sont pas bonnes. Là, le rapport n'en dit rien. C'est un des grands silences de ce rapport. Les relations de la population avec la police, qui ont quand même un abcès de fixation, on n'en dit rien. Et dernier point, et après je m'arrête, moi j'en ai assez des cris d'alarme, des cris d'alerte, etc. J'entends ça depuis que j'ai 20 ans. Ça fait 30 ans que j'entends cris d'alarme tous les 5 ans. Et c'est pas la première fois d'ailleurs que Borloo est l'auteur du cri d'alarme. Bon. Mais il le fait très bien. Ça, je dois dire qu'en termes de casting, il est parfait là-dessus. Mais le cri d'alarme, l'indignation, la compassion, le volontarisme, malheureusement, ont pris la place de ce qui nous serait le plus utile, c'est-à-dire une critique sociale éclairée. Si la société produit de la ségrégation, c'est pas simplement par hasard, si vous voulez. C'est des mécanismes. Il faudrait s'interroger sur ces mécanismes. Et je pense que l'indignation ne nous rend pas plus intelligents, malheureusement. Elle est nécessaire, mais elle ne nous rend pas plus intelligents. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Thierry Pech. Rapidement, vos conseils de lecture autour de cette table. Sylvie Kaufmann, vous nous conseillez de relire Gilles Kepel. Oui, justement, je me suis replongée dans ce livre de Gilles Kepel, Banlieue de la République, qui était publié en 2011, 20 ans après son premier Banlieue de l'Islam. Donc c'est intéressant à lire pour voir l'évolution. Et justement, puisqu'on parlait de ce rapport Borloo, il décline très bien, ce livre, toutes les composantes de la problématique de la banlieue. Rénovation urbaine, éducation, emploi, sécurité, politique et religion. Gilles Kepel, Banlieue de la République. Très rapidement, Gaspard Ganzer et Monique Cantos-Perber. Relire Éric Hazan, Paris sous tension, dans lequel il propose de dépasser les frontières de Paris pour agrandir cette ville de façon intelligente avec ses habitants, parce que c'est ça le plus intéressant. Monique. Fabien Truong, un livre assez ancien qui date de 2015, Jeunesse française, Bac +5, Made in banlieue, pour savoir quels sont les verrous, ce sentiment de fermeture, de murs dressés de tous côtés pour ceux qui naissent dans un territoire plus démuni, ce que sont des espoirs de pouvoir s'en sortir avec ses talents et son travail fracassé devant des barrières de toutes sortes. Eh bien, c'est un livre à lire. Merci.
2 secondes. Le regardisme, devoir d'inventaire, Alain Bergogneau, Jean-François Merle. Comment mobiliser la société civile? C'était une des grandes questions du regardisme, plutôt que de faire de la politique verticale. Merci pour cette concision. Merci à tous les 4. Rendez-vous bien sûr dimanche prochain. Merci à Céline Leclerc qui a préparé avec moi cette émission, à Luc Jean Reynaud qui l'a réalisée, à la technique Inès de Bruyne et Camille Lermite. Et tout de suite, c'est l'heure de retrouver Alain Krugère. On ne parle pas la bouche pleine. À dimanche prochain.